Donc le professeur Modjalal qui va nous parler de l'hypofilling sur son aspect fondamental, en passant jusqu'à la clinique. Chers amis, c'est un honneur d'être ici. Merci pour votre invitation. Je suis de l'Université de Lyon en chirurgie plastique. Je vais vous faire part de mon expérience clinique et de recherche. Je reprends sur la même thématique que vous a présenté Emmanuel Delay. Tout d'abord, l'historique de cette technique de greffe adipeuse. Vous voyez qu'elle n'est pas récente, c'est fin 19e siècle, les premiers cas décrits. Et puis, un grand nombre d'auteurs ont travaillé durant le XXe siècle. On doit la reprise un petit peu de cette technique à un chirurgien américain appelé Coleman. Mais avant lui, dans les années 50, Lyndon Peer, que vous connaissez sans doute, qui a écrit un traité sur la transplantation d'organes, dans son livre, on trouve déjà un chapitre appelé « Transplantation du tissu adipeux », présentant la graisse comme un tissu, comme un organe, en 1955. Et quand on regarde ces images, il montre que l'injection de graisse, c'est bien une greffe tissulaire. C'est pourquoi j'aime pas du tout ces appellations lipofilling, lipo X ou Y. C'est une greffe graisseuse, c'est une greffe de tissu adipeux. Et en fait, il y a une revascularisation qui va se faire par le lit-receveur, comme toute greffe. Et il montre déjà en 55 qu'on va perdre à peu près 50% de ce qu'on met. Donc on n'a pas inventé grand-chose depuis ses écrits à lui. Qu'est-ce qu'a apporté Coleman dans les années 80 ? En fait, il arrive avec une technique méticuleuse en disant, si vous voulez que votre greffe prenne, prélevez des petits lobules. Donc il met à notre disposition des canules de diamètre relativement fin. Ensuite, il dit, préparez votre greffon. Ça veut dire qu'il faut éliminer l'huile, le surnageant, éliminer le culot, parce que plus vous mettez des globules rouges, plus vous créez une réaction inflammatoire, plus vous avez des macrophages qui vont venir résorber votre graisse. Donc purifiez votre graisse. Et puis comme l'a dit Emmanuel Delay, surtout ne faites pas d'injection. C'est pas une injection, c'est une greffe cellulaire. Donc mettez en réseau tridimensionnel pour qu'une revascularisation puisse se faire. Et ça, je vais vous en parler après dans ma présentation. Alors les applications, immédiatement on en a mis un peu partout. Vous voyez ici une reconstruction de malformations faciales. C'est des atrophies hémifaciales. Ici, en reconstruction après résection de sarcome mandibulaire. Vous voyez, on a fait la reconstruction osseuse, mais en termes de tissu mou, c'est largement insuffisant. On l'a amélioré par un apport de graisse. Là, en chirurgie esthétique du visage, on a redonné du volume associé à une rhinoplastie. On l'a utilisé pour les malformations des membres, séquelles de poliomyélite. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour ces patientes-là. On peut mettre des prothèses, mais le taux de complication est très élevé. Donc vraiment, c'est une technique qui a révolutionné notre spécialité. Chirurgie de la main, et puis en chirurgie, comme l'a montré Emmanuel, chirurgie thoraco-mammaire. Vous voyez, malformation, ça c'est une malformation de type Poland, il lui manque le grand pectoral, elle n'a pas de pilier axillaire antérieur. Vous voyez, tout ça c'est fait avec du tissu adipeux associé à une prothèse, ou en reconstruction mammaire, après cancer, ou ici encore un cas de reconstruction mammaire. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? J'ai revu un peu mes travaux à moi. Ça, c'est ma thèse en 2003. Et c'est drôle, j'avais appelé ça greffe d'adipocytes. J'avais pas mis greffe de tissu adipeux, mais adipocytes. Parce qu'à l'époque, on pensait que le tissu adipeux était essentiellement fait d'adipocytes. 2003. Pourquoi ? Parce que le premier papier qui parle d'existence de cellules souches multipotentes dans la graisse, le vrai premier papier, il est de 2002, c'était l'année d'avant. Aux États-Unis, un groupe sous la direction de Marc Edrick présente la graisse comme une source de cellules mésenchymateuses, comme la moelle osseuse en fait. Et à cette époque, tous les chercheurs étaient surpris par ce papier en disant c'est pas possible, dans la graisse, il n'y a pas de cellules souches. Eh bien, si, il y a des cellules souches. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? Quand vous avez votre tissu adipeux, à gauche, 90% du volume est fait par les adipocytes, en termes de volume. Mais en termes de nombre, les adipocytes ne représentent que 20% des cellules. Le reste,
on l'appelle la SVF, la fraction vasculaire stromale, d'accord, qui est contenue dans cette éponge de collagène. Et la SVF, elle contient les cellules souches mésenchymateuses, les cellules endothéliales, les fibroblastes, les macrophages, les histiocytes. C'est une soupe cellulaire. Mais donc, ma thèse qui s'appelait greffe d'adipocytes, c'est une erreur, c'est une greffe de tissu adipeux. Et finalement, le plus important, ce n'est pas l'adipocyte, c'est tout le reste. Et on va le voir. Brièvement, comment on fait pour extraire ces cellules? On a le tissu adipeux. Il faut mettre, et il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, il faut mettre un traitement enzymatique, la collagénase. En fait, il faut digérer cette éponge de collagène, centrifuger pour n'avoir que du liquide, et après centrifugation, on obtient un culot qui représente la SVF. Soit vous voulez cette soupe cellulaire dans sa globalité, vous prélevez ça. Soit vous voulez les cellules souches purifiées. À ce moment-là, il vous faut mettre ce culot en culture dans un laboratoire de thérapie cellulaire. Il faut au moins 48 heures de culture pour isoler de façon spécifique les cellules souches. C'est-à-dire qu'on va mettre un milieu spécifique. Au bout de 48 heures, ou au mieux 7 jours, on lave et on élimine le reste. Ces cellules souches, évidemment, elles sont à l'origine des adipocytes. Ça, facile à comprendre. Mais comme elles sont multipotentes, elles peuvent donner toutes les cellules de la lignée mésenchymateuse. C'est-à-dire que de la même cellule mère, on peut obtenir des cellules endothéliales, des adipocytes, des chondrocytes, des ostéocytes, des myocytes. Toutes les cellules provenant de la même cellule mère qui est les cellules souches du tissu adipeux. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'à la porte de notre bloc opératoire, il n'y a pas un jour où quelqu'un ne vient pas chercher du tissu adipeux qu'on a prélevé, alors qu'on mettait avant à la poubelle. Et bien sans cesse, tous les laboratoires de recherche maintenant réclament ça, la graisse. Que ce soit les labos de recherche fondamentale, que ce soit la cosmétologie, L'Oréal et tous ces gens-là maintenant, en fait, ils testent leurs produits sur des cellules qui sont des déchets en fait chirurgicaux. Aujourd'hui, les applications de ces cellules, ça concerne tout le monde, pas que les chirurgiens plasticiens pour la reconstruction mammaire ou autre. Mais regardez, pour le cartilage, c'est utilisé dans les articulations, dans le genou, pour la reconstruction de l'oreille, du nez, je vais vous montrer des exemples. En réparation osseuse, en réparation musculaire, en neuro, il y a de plus en plus d'études cliniques sur les maladies dégénératives comme la sclérose en plaques, comme le Parkinson, en chirurgie digestive pour le pancréas, pour le foie, les cardiologues, il y a plusieurs études cliniques en cours pour les infarctus du myocarde avec une injection sélective dans les artères coronaires. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose qui va, à mon sens, révolutionner la médecine de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cellules souches, maintenant, se situent au centre de la médecine régénérative. Et que du jour au lendemain, la graisse produite, en tout cas extraite par les plasticiens, dans un bloc, moi je travaille dans un bloc général, jusque-là on disait, bon, bah, Modjalal, il fait son truc. Et ben maintenant, ce que je fais, ça intéresse tout le monde. Parce qu'en plus, je travaille avec un laboratoire de recherche de thérapie cellulaire. Ils veulent tous voir ce que je fais. Parce que l'urologue, ça l'intéresse, le digestif, ça intéresse tout le monde. Et on est devenu le centre d'une plateforme qu'on n'a pas encore su mettre au point en France. D'autres pays l'ont fait, ce qu'ils appellent les centres de cellules souches, les stem centers ou stem cell centers. Ça veut dire qu'une plateforme chirurgicale d'extraction et d'isolement de cellules qu'on pourrait donner à n'importe quelle spécialité. Le cardiologue, il vient avec son patient, on fait notre prélèvement et isolement de cellules, on lui donne, voilà les cellules de votre patient, allez lui injecter. Et je pense que l'avenir sera là-dedans. Alors, je vais vous parler un peu des cellules souches. On a fait une étude, une revue de la littérature de ces applications en chirurgie plastique. Là, c'est vraiment le domaine qui nous intéresse, nous. En fait, globalement, on peut classer les applications en 3 catégories. Soit ça peut donner du volume, comme l'a montré Emmanuel Delay, ça peut nous augmenter la prise, c'est la question que vous posiez, quel est le taux?
je vais en parler, soit ça a un effet régénérateur, réparateur, soit on peut l'utiliser en ingénierie tissulaire. Et ça, c'est très important. Alors, voyons quelques exemples. En fait, vous vous souvenez de ce schéma de Lyndon Peer des années 50? Ça, c'est Yoshimura, c'est il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, de Japon, qui a publié ça. Il dit que quand vous injectez un lobule graisseux, ou vous greffez un lobule graisseux, du fait de la revascularisation, on a 300 microns qui va survivre en surface. Le centre va forcément mourir, parce qu'il y a une asphyxie cellulaire, il y a une apoptose, le centre meurt. Et en fait, il y a une couche intermédiaire, qu'il appelle la couche de régénération, qui va revivre s'il y a des cellules souches. C'est-à-dire que les cellules matures vont mourir, les cellules souches étant plus résistantes vont se transformer et vont devenir matures. Donc, pour lui, plus on met des cellules souches, mieux c'est. Alors, et il décrit une théorie qui est de prendre la graisse, de partager en deux, d'une partie de la graisse extraire les cellules souches, l'autre partie de la graisse sert de matrice, vous voyez, on extrait des cellules souches d'une partie, l'autre sert d'éponge, et on remet ça dedans. Ça veut dire qu'on a de la graisse avec double dose de cellules souches. Hein, vous avez compris la théorie. Et selon lui, cette graisse-là qui est enrichie, superchargée, comme disent les Américains, ça marche mieux. Et maintenant, il y a même carrément des sociétés qui ont des machines avec en circuit fermé, ils vous donnent les cellules au bloc. Il y a un papier qui est sorti dans Lancet, c'est probablement le seul papier qui concerne la chirurgie plastique qui sort dans Lancet sur les cellules souches et qui justement montre qu'il a raison, le japonais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris de la graisse, ils ont injecté dans le bras, la face postérieure du bras. D'un côté, ils ont fait une greffe graisseuse classique. De l'autre côté, ils ont enrichi en cellules souches. Alors, ASC, c'est l'abréviation de cellules souches, c'est Adipose Stem Cell. Et ils ont mis 20 millions de cellules souches par centimètre cube de graisse. C'est 2000 fois la dose physiologique. Hein. Ça veut dire qu'en pratique, ça ne sera pas faisable, ça. Mais ils l'ont fait, un seul cas, chez l'homme, et ils l'ont publié. Et ils montrent que, à partir du moment où vous enrichissez, c'est la colonne foncée, vos cellules, vous avez à peu près 80% de survie en termes de volume. Alors que le groupe témoin est qu'à 16%. À mon sens, c'est un peu faible. En pratique, on a un peu plus que ça. Mais en tout cas, c'est la première fois où une étude quantitative, parce qu'il sait combien de cellules il a mis, montre que plus on met de cellules, mieux c'est. Le vrai problème de ce qu'on fait, nous, c'est que ce n'est pas quantifié. Et vous savez tous mieux que moi qu'en médecine, c'est la dose dépendance qui joue. Hein, 80 mg d'aspirine ne fait pas le même effet qu'1 gramme. Et le problème de ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la manipulation de cellules et de tissus, mais on n'a aucune idée du nombre. Et je pense que le progrès dans ma spécialité sera le jour où on pourra quantifier le nombre de cellules. Madame, je vous ai injecté 10 milliards de cellules aujourd'hui. Hein, ce n'est pas 1 litre de graisse, parce que ça ne veut rien dire 1 litre. Le volume ne compte pas, c'est la dose qui compte. Voilà des exemples de la chirurgie mammaire, donc on en a vu beaucoup avec le docteur Delay. Alors, quel est le problème de ça? J'en parle juste un peu. Moi, je travaille dans ce domaine spécifique de cancer du sein et graisse depuis 2009. On a publié au moins 7 articles. Alors, on a pris des souris. Ça a été fait avec l'université de Toulouse, le professeur Garrido. On a mis des cellules tumorales dans la glande mammaire de la souris. Bon, la tumeur se développe. Ok. On met de la graisse survit. Si vous mélangez les deux, forcément, vous augmentez la croissance tumorale. Je veux dire, c'est logique. Là-dedans, il y a des cellules souches, il y a des facteurs de croissance, il y a tout ce qu'il faut pour que la tumeur développe. Il y a de la matrice extracellulaire, vous savez que c'est la matrice qui joue. Forcément, ça augmente la croissance tumorale. Il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup de papiers dans des revues, dans Nature, vous voyez un papier qui montre que les cellules souches mésenchymateuses augmentent la croissance tumorale. Il y a un autre papier vraiment spécifique sur le cancer du sein, enfin je ne vais pas vous prendre votre temps avec ça, mais en fait dans la vraie vie,
c'est pas comme ça dans la vraie vie. On n'injecte pas, nous, la graisse avec les cellules tumorales mélangées aux gens, heureusement. Alors, il y a cette étude qui me semble très importante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont sélectionné les cellules tumorales par phase de multiplication. Il y a des cellules dormantes, il y a des cellules actives. Et dans cette étude de Pittsburgh, ils montrent que si vous mettez vos cellules souches sur des cellules actives, ça augmente la croissance. Si vous mettez vos cellules souches sur des cellules dormantes, ça ne les active pas. Donc, l'idée, c'est de dire, avant de faire une chirurgie comme celle-ci, il faut bien vérifier ce qu'on fait. Il faut faire une imagerie, il faut contrôler la glande mammaire, etc. Et ne pas faire n'importe quoi. Parce que si vous vous injectez au contact d'une tumeur, forcément, vous allez aggraver la situation. Et on a fait un papier qui est publié cette année sur une revue de tous les cas publiés dans le monde d'injection de graisse dans le sein. Vous voyez qu'à partir de 2008-2009, le nombre d'injections, le nombre d'articles publiés vraiment a augmenté. Ça, c'est la répartition géographique des papiers aux États-Unis. Puis en France, notamment grâce à Emmanuel Delay et Catherine Bruand-Rodier, c'est les deux grosses équipes qui utilisent cette technique. Et voilà les complications de cette méta-analyse, de cette revue de la littérature. On a 12% de complications, mais c'est essentiellement de la nécrose graisseuse. C'est-à-dire que c'est de la graisse qui n'a pas survécu, qui fait des petits kystes huileux dans le sein. Il y a 18 infections, 3 sepsis. Il y a seulement 2 cas de cancer découverts. Alors, on ne sait pas si c'est lié ou si c'est une coïncidence, sur plus de 2000 patients inclus dans cette étude. D'où j'enchaîne sur ce papier de l'HAS, janvier 2015, qui parle de sécurité, d'efficacité de cette technique, qui maintenant autorise, mais bon, dans un cadre, encore une fois, très réglementaire, l'application de cette technique en chirurgie mammaire. Je ferme la parenthèse du sein, je vais continuer sur les effets des cellules souches, et je pense que ça va plus vous intéresser. On a fait une étude sur la radiothérapie. Quelqu'un a posé la question. On a pris des rats, on a irradié l'abdomen, on a injecté de la graisse. On a 3 groupes. Injecter de la graisse enrichie en cellules souches et groupe témoin. Et puis, on a pris des photos tous les jours de la plaie et on a calculé comme ça pour chaque rat la vitesse de cicatrisation. Vous voyez ? Et on a fait une moyenne par groupe de rats. Alors, c'est très intéressant. La courbe verte, c'est la cicatrisation spontanée de la lésion radique chez le rat. Ça cicatrise. Hein. À partir du moment où la courbe jaune, vous mettez de la graisse, ça accélère la cicatrisation. Et la différence est significative. Rien que la greffe graisseuse autour d'une plaie est un facteur qui va stimuler la cicatrisation. Quand vous mettez plus de cellules souches, qu'est-ce qui se passe? Pendant 60 jours, 55 jours, vous avez la même courbe. Vous n'accélérez pas. Mais par contre, après 55 jours, vous avez de nouveau une accélération. Probablement le temps qu'il faut pour que les cellules immatures puissent s'exprimer. D'accord? Donc, c'est important. Ensuite, ça c'était quand j'étais aux États-Unis. Et voilà des courbes histologiques qui montrent qu'en fait, quand vous mettez plus de cellules souches en bas, vous avez moins de nécrose. À Lyon, on a fait une autre étude qui reprend à peu près la même chose. Et là, on a fait des plaies excisionnelles. On a coupé un bout de peau chez des souris. On a suturé des anneaux de silicone pour éviter la rétraction, vous savez, parce que les animaux ont une rétraction cutanée. Et puis, on a injecté ces cellules. Et là, regardez le résultat. La souris cicatrise en 20 jours, en moyenne, hein, c'est des groupes. Si vous mettez les cellules souches purifiées, les ASC, on descend à 14 jours. On gagne 1 semaine sur 3. Différence significative. Il n'y a rien à dire. Si vous mettez la SVF, la soupe cellulaire, on descend à 16 jours. Ça aussi, c'est significatif. Ça montre bien que ces cellules, je suis sûr que dans quelques années, nous, on a déposé un dossier de PHRC, les pieds diabétiques, les ulcères chroniques, tout ça, ça sera une thérapie comme ça. On va leur prélever des cellules, de la graisse, extraire les cellules, et on va injecter ça. Bon, ça reste à prouver. Et l'histologie, regardez, c'est impressionnant. Ça, c'est la zone cicatrisée. Les deux côtés. Côté cicatrisation spontanée, on a une inflammation. Ça, c'est une coupe à 1 mois. C'est normal, l'inflammation est normale, nécessaire pour la cicatrisation. Mais quand vous prenez le groupe
cellules souches, la cicatrice est déjà mature. Hein, on a l'impression d'être 6 mois plus tard, là, alors que c'est au même moment. On a fait du Doppler pour voir la vascularisation, et ben vous voyez, la SVF ou la SC augmente la vascularisation de la néo-angiogénèse périphérique. C'est rempli de VEGF, ça stimule la néo-angiogénèse autour de la plaie. Et en termes d'élasticité, on a calculé l'élasticité de la peau. Le côté cicatrisé témoin, c'est un placard cicatriciel, ça n'a plus d'élasticité. Hein, c'est le modèle de Young. Dès lors qu'on injecte des cellules, on accélère, on retrouve l'élasticité de la peau. Je vais juste finir par ce modèle d'ingénierie tissulaire. En fait, le modèle d'ingénierie tissulaire nécessite 3 choses. La matrice, les cellules que vous ensemencez dedans et le milieu de culture. Et ça, c'est le modèle de peau qu'on a développé à Lyon. Vous mettez les kératinocytes en haut, les fibroblastes et les cellules souches et la matrice de collagène. Et on est capable de refaire des petits fragments de peau qui contiennent l'épiderme, le derme et l'hypoderme. C'est de la peau totale, avec même des contingents vasculaires. Voilà un cas très intéressant par une équipe anglaise d'ingénierie tissulaire de nez, avec un modèle de matrice de cartilage pour le nez, les cellules et implanté. Je vais juste finir pour vous parler des nouvelles voies de recherche. Celle-ci, vous savez que la plus belle reconstruction, à mon avis, c'est celle-ci. Aucune autre technique en chirurgie plastique ne vous permet d'avoir ça. Mais le problème, c'est l'immunothérapie. Vous le savez tous. Et aujourd'hui, il y a des papiers qui disent que les cellules souches diminuent la réponse immunitaire. Et nous, on a développé, là, on va démarrer un projet de recherche à Lyon. C'est la thèse d'un de mes chefs de clinique. C'est la combinaison cellules souches, greffe composite tissulaire pour la face et la main. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ali. Emmanuel, tu veux peut-être faire quelques commentaires? Oui, merci Ali Mojalal, c'était une communication passionnante. Effectivement, ce qu'on a compris au cours de ces dernières années, c'est que la graisse, au lieu d'être un organe un peu qu'on négligeait, qu'on voyait de haut, en fait, c'est un organe très précieux et en partie, il nous répare. Et c'est pour ça aussi, on a de la graisse de partout, il nous répare. Et effectivement, je pense comme toi, Ali, c'est que ça va être la révolution des 20 ou 30 prochaines années. C'est à partir de ces cellules souches, on va pouvoir réparer les différents tissus. Les problèmes à résoudre, ça va être comment faire évoluer ces cellules souches dans un tissu souhaité, donc faire du cartilage, faire de l'os, faire du foie, faire du pancréas. Et deuxième point, c'est comment les fixer, parce que on sait les sélectionner, mais si on les met comme cela, si on les marque, très souvent, une grande partie, au bout de 8 heures, c'est parti dans la circulation. Donc il va falloir trouver un système pour les fixer. Donc il y a encore de la recherche chirurgicale intéressante à faire. Donc on croit avoir tout trouvé, mais en fait il y a plein de choses, comme vous savez, qu'on peut encore trouver. Et puis voilà, autrement c'est vraiment, j'étais très intéressé par cet exposé qui fait vraiment un joli point sur le sujet. Alors peut-être des questions de l'assistance, oui? Monsieur? D'abord, je vous remercie pour cet exposé qui est extrêmement intéressant parce qu'il est très prometteur, bien entendu. Les cellules souches, on connaît depuis très longtemps. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on en trouverait autant dans la graisse. Ça, et c'est en plus un fournisseur extrêmement facile. Alors, je voudrais simplement vous demander un détail sur ce que vous avez dit. Vous pensez que vous allez pouvoir réparer des pieds diabétiques, par exemple, avec des cellules souches. Tout le monde sait, quand on fait des greffes de tissu, même si on n'est pas spécialiste, que la vascularisation est essentielle. Dans un pied diabétique, le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas de vascularisation. Vous avez l'air de dire que la cellule souche va entraîner, au contraire, une vascularisation. Alors, c'est une course que vous allez faire entre les deux. C'est une course de vitesse. Est-ce que vous avez la preuve que cette course de vitesse va être gagnée par les cellules souches plutôt que par les vaisseaux qui manquent? Alors, merci de votre question, hein, c'est très intéressant. Je n'ai pas la preuve, évidemment, hein, sinon on ne développerait pas, mais c'est des hypothèses de travail. C'est-à-dire que quand on voit le modèle là, chez l'animal de la radiothérapie,
La radiothérapie, bon, c'est pas un pied diabétique, mais ça reproduit un peu un modèle de radiodystrophie cutanée, absence de vascularisation. Et on voit quand même que, alors ça ne sera probablement pas en une injection, mais qu'il faudrait déjà des injections pour augmenter la néoangiogénèse, et puis que ceci, peut-être, hein, donc c'est des hypothèses de travail, et c'est pour ça qu'on va, j'espère, voir le PHRC accepté. Mais en tout cas, je pense que c'est vers ça que va tendre. J'ai fait récemment une fistule recto-vaginale avec un de mes collègues digestifs au bloc. Alors vous connaissez mieux que moi, normalement il faut mettre en décharge, etc., fermé soit par une plastie locale ou autre. On a fait la plastie locale et tout autour du trajet fistuleux, j'ai prélevé de la graisse et j'ai injecté, après avoir avivé le trajet fistuleux, après avoir fait mon petit lambeau, des injections de tissu adipeux tout autour. Ça a marché, ça a cicatrisé sans problème. Alors, est-ce que c'est l'injection ou pas? Je ne peux pas vous le prouver. Mais en tout cas, je pense qu'on part dans une autre vision de la chirurgie, hein. C'est le chirurgien qui connaît un peu la biologie cellulaire, qui sait manipuler des cellules. Je pense que c'est très important. Et on fera la même chose pour les greffes tendineuses. Il faudra rajouter des cellules. Comme le PRP, vous avez probablement tous entendu parler du PRP. Je pense que c'est une nouvelle voie de notre métier. Pas le chirurgien purement technicien manuel, mais il y aura aussi un aspect thérapie cellulaire. Monsieur François Dubois, une question, je crois. Oui, c'est très intéressant votre communication. Est-ce que vos cellules souches, une fois injectées dans le sein, redonnent du tissu mammaire? Alors, je pense que dans les présentations qu'on voit sur les cellules souches, il ne faut pas imaginer que ces cellules sont mystérieuses, qu'elles peuvent tout donner, qu'elles sont magiques, hein. Pas du tout. Dans toutes les études qu'on a fait nous au laboratoire, si vous ne mettez pas le signal, parce que vous savez, toute la physiologie humaine est basée sur les signaux, si on ne met pas le bon signal pour lui montrer la voie de différenciation, les cellules ne font rien, elles disparaissent même. Donc, à chaque fois qu'on a voulu, par exemple, faire des cellules endothéliales, il fallait les prédifférencier au labo avant de l'injecter à l'animal. Alors, je ne crois pas qu'injecter des cellules souches comme ça dans le sein donne du parenchyme mammaire. Enfin, je n'ai pas la réponse scientifique, mais je ne crois pas. Merci. En fait, je l'ai recherché à trois fois et on pensait avoir notamment un cas de syndrome de Pollan où il y avait que la peau et il y a une petite zone qui paraissait plus dense. J'ai fait microbiopsier, en fait non. La réponse est pour l'instant non, parce que c'est exactement ce qu'a expliqué le Dr Mojalal. Il faut qu'il y ait des éléments, donc il faudrait mettre de la prolactine, il faudrait mettre des différents éléments pour que ça évolue de cette façon. Emmanuel et Ali, je suis désolée, Oui. le débat est passionnant, je suis ravie que ça intéresse la salle, mais on va passer à la séance suivante.